Alors, notre expert national sur l'éducation, non seulement l'éducation, mais aussi, comment on dit déjà, l'éducation non violente, hein? Voilà, voilà, voilà. J'ai une petite question, enfin, pas une petite question, une petite anecdote ou plutôt une petite histoire à vous raconter tout à l'heure. Et vous me direz un peu comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses. Mais bien sûr, ce n'est pas ça qui fait le cas de votre présence sur notre plateau aujourd'hui, Monsieur Marcel. C'est plutôt les examens. Une bonne préparation qualitative pour faire face aux examens. Monsieur Marcel est là. Bonjour, Monsieur Marcel. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va? On aime trop votre... Enfin, j'aime votre chemise. Merci. Voilà. Elle fait partie de la pluralité des chemises promises que vous avez à mon endroit. Et par contre, à l'encontre de monsieur Elias Ataï, si ce sont des promesses non tenues, ne vous en faites pas, il en rira, hein, comme toujours, et à gorge déployée. Quelqu'un qui rit comme ça vous fait pas mal. Ça ne peut que faire mal. Là. Alors, Monsieur Marcel, Oui. au niveau de l'éducation, comment dire Non violente? oui, non violente, comment est-ce qu'on arrive à s'entendre ou à ramener un adolescent qui gifle son parent? Bon, qui pousse et gifle. Bon, qui porte main à son parent. Comment est-ce qu'on arrive, vu toutes nos consonances traditionnelles, religieuses, d'autres disent que c'est une malédiction, d'autres disent voilà et tout ça. Comment est-ce que quand ce genre d'histoire nous vient, on arrive à ramener le parent et à emmener les deux sur cette voie? Oui, d'abord, comme vous l'avez dit, ça c'est déjà une malédiction que l'enfant a tirée sur lui, ça c'est clair. Parce que quand on se réfère à la Bible, Dieu a bien dit honorez votre père et votre mère. Alors, honorer les parents suppose que vous devez éviter de poser tout acte de violence sur les parents. Voilà. Donc là, Quel que soit ce que le parent vous fait. quel que soit, vous n'avez pas le droit, ce n'est pas à vous de gérer ce dossier. Parce qu'il y a certains dossiers, ce n'est pas vous qui devez les gérer. Ce que le papa a fait, ce n'est pas vous en tant qu'enfant qui allez juger le parent. Voilà, vous devez trouver d'autres alternatives. Maintenant, comment procéder? Ça, une seule personne ne peut pas gérer ce dossier parce que le niveau où l'enfant est arrivé jusqu'à porter la main sur ses parents, c'est assez grave et une seule personne ne peut pas gérer ce dossier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 2 ou 3 personnes, peut-être de plusieurs spécialités et aussi des parents. Hein, ça peut être l'oncle de l'enfant, ça peut être en tout cas des personnes, disons, sages qui vont avoir un entretien avec lui pour voir est-ce qu'il regrette en fait l'acte qu'il a posé. S'il ne regrette pas, allez-y comprendre tout de suite que c'est un enfant qui est tombé dans l'addiction à la drogue ou bien un enfant possédé. Parce qu'on est... Possédé. Oui, possédé. Nous sommes en Afrique, hein, il peut être possédé par le diable. Oui, c'est des réalités. Scientifiquement, les gens vont dire non, ça n'existe pas, etc. Mais je suis désolé, on est en Afrique, allez-y comprendre tout ce qu'on explique et vous verrez que si l'enfant est possédé, il peut être entraîné à poser un tel acte. Et donc, il faut faire quoi? Il faut l'exorciser. Mais, bon, ça, c'est côté mystique, voilà. Ce n'est pas scientifique, mais c'est la réalité africaine. C'est ça. Maintenant, l'autre côté, comme je le dis, s'il y a 3, 4 personnes, on va, par des questionnements, chercher à savoir est-ce que vraiment il regrette l'acte qu'il a posé. S'il regrette l'acte qu'il a posé, on passe à une seconde étape, les causes profondes qui l'ont amené à poser un tel acte. Et s'il a conscience des conséquences sur lui-même, sur sa progéniture, lui qui a posé l'acte là, sur sa propre progéniture. Quand il va fonder une famille, sur sa progéniture, les conséquences vont se rejaillir. Et parce que ça, c'est un principe divin. C'est un principe divin. Il ne faut pas que les gens ignorent ça. Ouais, c'est un principe divin. Et donc, il n'y a que par vraiment
la reconnaissance de la faute commise. Voilà, parce qu'il faut reconnaître d'abord que tu as commis une faute extrêmement grave. Ce n'est même pas une faute légère, c'est extrêmement grave. Et maintenant, on va t'aider. Si c'est l'addiction, tu es tombé dans l'addiction à la drogue et que ça t'a amené là-bas, on va t'aider maintenant à sortir de cette addiction. Si on constate que vraiment tu es possédé, les spécialistes de ce dossier-là, eux aussi sont là, ils savent comment ils vont procéder pour t'exorciser. Et là, s'il n'y a pas d'addiction, s'il n'y a pas de possession, mais si ce sont des blessures intérieures, parce que là, on a par exemple sous d'autres cieux, oui, hein, parce oui, que j'ai parlé de notre poids, nous, en Afrique. Ouais. Bachala me dira, ce n'est pas parce que la couleur de la peau que ça change quelque chose, mais on en connaît beaucoup de l'autre côté là-bas. Chez eux, ça va vite. Leur main, là, ils non, chez eux, le problème qu'il y a, c'est que il y a ce qu'on appelle le libertinage. Différent de la liberté. Oui, il y a le libertinage. Le libertinage est suicidaire. Oui. Vous voyez? Comme il y a le libertinage, on colle tout aux droits humains. Que c'est le droit de l'enfant c'est le droit de l'enfant c'est le droit de l'enfant de. Non, il faut revenir dans le contexte ou ramener tous ces droits-là. Ce n'est pas que nous vivons en dehors de ces droits. Non, la preuve, il y a le droit des enfants, le droit de l'enfant africain, tous sont célébrés et il y a des tests, des lois, etc., qui amènent les porteurs d'obligations à éviter de tomber sous le coup de la loi. Vous voyez? Donc, chez eux, c'est un peu différent. Et nous, on ne va pas nous comparer à la manière dont eux, ils éduquent leurs enfants. Voilà. Si je peux parler. En fait, quand vous avez posé la question, je me suis demandé qu'est-ce qui a amené jusque-là, enfin l'enfant jusque-là à poser cet acte. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont violents de nature, des parents qui sont violents. Donc, ce qui fait que moi, je me pose la question, si ce n'est pas la répétition de cette violence-là qui a poussé cet enfant à poser cet acte-là. Maintenant, on parle du fait que l'enfant reconnaisse qu'il a mal agi. Maintenant, est-ce que le parent même reconnaît que son caractère ou bien ce qu'il a fait aussi, c'est la cause. Oui, est la cause. Non, on va pas aller tout de suite aux parents. Celui qui a posé l'acte, c'est lui qu'il faut psychanalyser. C'est lui qu'il faut mettre au laboratoire. C'est lui qu'il faut mettre au laboratoire pour comprendre les vraies causes. Vous voyez, non? Il faut partir de là. Quand vous partez de là et vous comprenez, une des causes, c'est ce que Aïcha vient de dire, et ce que vous venez de répéter. Il y a ce qu'on appelle les blessures intérieures. Les blessures intérieures sont causées par quoi? Par certaines attitudes des parents qui amènent finalement l'enfant à se braquer et à poser des actes. Le parent lui-même ne comprend pas que c'est ce qu'il faisait là. Voilà. Et si on revient même dans la Bible, même il y a une partie de la Bible, je ne me suis pas très bien du verset. Parents, n'offensez pas vos enfants. N'offensez pas vos enfants. Vous voyez? N'offensez pas vos enfants. Ça veut dire qu'il faut reconnaître aussi les droits, certains droits de l'enfant et savoir aussi discuter avec l'enfant selon son niveau, selon son âge, voilà, lui donner aussi tout le respect et il te donne le retour. Vous voyez? Donc, si c'est la blessure intérieure, ça revient à ce que je viens de dire en premier. J'ai bien dit qu'il faut plusieurs spécialistes autour de ce dossier. Vous voyez, non? Voilà. Les psychologues vont écouter. Les exorcistes vont écouter. Les spécialistes de l'éducation vont écouter. Vous voyez? Et ils vont poser autant de questions. Voilà. On va les faire comprendre que c'est pas, on ne l'amène pas au tribunal. Ce n'est pas au tribunal, mais on veut vraiment l'amener à réintégrer la société. À être finalement, à partir de ce qu'il a fait, à être un enfant modèle pour que les conséquences soient peut-être amoindries. C'est cela. Et donc, chacun prendra sa part de propositions, de solutions à ce problème-là pour que cet enfant, finalement, il puisse faire, si tout va bien, son meilleur culpa. Oui, monsieur Marcel, merci pour la réponse. Je voudrais savoir, toujours dans la lignée de la question de Stéphane, si l'enfant est poussé à bout par ses parents, quelle doit être son attitude, l'attitude de l'enfant? C'est-à-dire s'il est vraiment poussé à bout en termes de comportement des parents, de violence et autres attitudes. S'il est poussé à bout par le parent, s'il est bien éduqué, il ne va pas tomber dans l'excès, il ne va pas aller jusqu'à poser cet acte. Il va se référer à quelqu'un et expliquer ce qui se passe entre lui et son parent, expliquer à
une tierce personne. Ça peut être des enseignants, ça peut être des parents, ça peut être enfin, une connaissance, en tout cas, dont il a l'assurance que la personne peut l'écouter et l'aider à résoudre le problème entre le parent et l'enfant. Voilà. Parce que ça veut dire que le parent n'a pas la qualité d'écoute. Vous voyez, non? Comme le parent n'a pas la qualité d'écoute, c'est pour ça que nous avons dit qu'il y a plusieurs catégories de parents. À partir de ce qui s'est passé, on analyse, on va voir quelle est la catégorie de parents. Il y a des parents dictateurs, je ne veux rien entendre. Vous voyez, quand c'est comme ça, il faut aller comprendre. Et souvent, c'est des parents qui prennent des décisions arbitraires, drastiques. Vous voyez, ils ne tiennent pas compte que l'enfant a aussi droit à la participation, a droit à la parole, et que il faut aussi son avis, quel que soit le problème qui s'est posé, il faut aussi l'avis de l'enfant. Vous voyez, c'est là où on doit aujourd'hui aller impérativement à ce que nous appelons l'école des parents. L'école des parents. Oui. Alors, nous sommes en train de parler de spécialistes de l'éducation, ceux qui exercent, il faut les appeler. Ouais. Et puis aussi... Et les spécialistes des blessures intérieures, voilà. Il y en a aussi. Voilà, mais prenons nos familles, une famille normale. Hein. Et on sait qu'en Afrique, à chaque fois qu'on dit spécialiste, à chaque fois qu'on dit psychologue, à chaque fois qu'on dit telle personne, on pense premièrement à ce qu'il faut payer. Et prenons une situation où dans une famille, la fille qui est l'aînée a toujours vu son papa avoir certains comportements déplacés envers sa maman. Soit c'est que le papa porte souvent main à sa maman, soit le papa ne fait pas ce qu'il faut en tant que papa dans la maison. Et cette fille, elle a grandi dans ça. Elle a vu sa maman. Voilà, elle a vu sa maman tout faire à la maison. Elle a vu sa maman subvenir à tous leurs besoins. Et à un moment donné, étant âgée, elle n'a pas pu supporter encore les coups que son papa a voulu porter à sa maman. Et par inadvertance, sans contrôle, elle a porté main. Ouais, elle a porté main à son papa. Et étant donné... Oui, sans contrôle, voilà, sans contrôle, je vous l'ai dit, merci beaucoup. Elle a porté main à son papa et c'est juste après qu'elle s'est rendue compte que, voilà, elle ne devrait pas faire tel acte. Et d'une manière ou d'une autre, on rassemble la famille et puis l'histoire là a été estampée. Voilà, genre, ça a été géré en famille. Quelles sont les conséquences après pour cette jeune dame-là, ou bien cette jeune fille-là, qui devient en tout cas une dame maintenant, qui grandit? Parce que vous l'avez dit, c'est une malédiction déjà, et ça va se répercuter sur son avenir. Mais disons-nous la vérité, elle a été poussée par quelque chose, parce qu'elle a grandi dans ça. Et jusqu'à ce qu'elle n'arrive à cet acte-là, le papa n'a jamais cessé de faire souffrir sa maman devant elle, en fait. Donc, est-ce que c'était bien que cette situation soit quand même gérée comme ça en famille pour que, voilà, que ça soit vraiment géré en famille? Et quelles sont les conséquences sur la vie de cette fille-là? Oui, avant que je n'arrive sur les conséquences, nous tous nous connaissons l'adage selon laquelle le linge sale se lave en famille, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est normal. C'est normal que le problème soit posé en famille. Il faut que ce soit d'abord les membres de famille qui se réunissent pour gérer le problème. Ça, c'est normal. Parce que s'ils ne le font pas, ils ont failli. Ils ne le font pas, ils ont failli. Il faut que ce soit eux qui gèrent d'abord le problème à un premier niveau. Le deuxième niveau, maintenant, c'est d'impliquer, s'ils sont informés, voilà, ils vont impliquer ceux qui peuvent les aider à pouvoir résoudre le problème. Vous voyez, ça soulève aujourd'hui la question de la responsabilité des organisations parentales. Quand je parle des organisations parentales, on parle de l'Union de parents d'élèves, on parle des comités de parents d'élèves, etc. Leur mission doit être reconfigurée. Il faut reconfigurer leur mission. Il faut revoir leur plan d'action opérationnel pour les amener à comprendre que ce n'est pas seulement affaire de cotiser l'argent pour réparer les fissures dans les murs, et les bancs, etc. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Parce que leurs enfants, que ce soit à l'école ou à la maison, ils sont confrontés à d'autres problèmes.
Alors, si eux, ils ont des capacités déficitaires, c'est-à-dire qu'ils connaissent quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre un problème, mais pourquoi on va s'étonner que des situations comme ça se posent? Si toi, tu es parent, tu as des capacités déficitaires, mais il y a un problème. Pour quitter du stade de capacité déficitaire pour aller au stade de capacité opérationnelle, c'est-à-dire un parent qui est formé, qui s'y connaît très bien, qui aide les familles, disons, à résoudre certains des problèmes, genre ce que vous venez de poser, eh bien, c'est vers là où on attend. C'est vers là où on attend. Donc, les associations de parents ont un rôle à jouer. Quand il y a un problème comme ça, il faut que l'école soit informée. Le chef d'établissement soit informé si l'enfant est un élève. Il soit informé de la... C'est pour ça que vous voyez, quand vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal, vous ne pouvez pas avoir une école, que ce soit du primaire jusqu'au lycée, il ne peut pas ne pas avoir un psychologue. Aujourd'hui, ceux qui sortent d'école, comment ça s'appelle, les psychologues qui sortent de l'université ou bien l'école normale, non, au sein de l'université, là, il y a une école gérée par le ministère de l'Action sociale. Oui, j'oublie le nom. Les spécialistes qui sortent là-bas, il y a des spécialités, rien que des psychologues pour aider les familles en difficulté. Vous allez, pourquoi dans un pays comme le Sénégal, il y a des psychologues dans toutes ces écoles? Pourquoi? C'est parce qu'on sait que la réussite scolaire et sociale de l'enfant est conditionnée par l'accompagnement dont ces enfants-là ont besoin. Mais si l'enfant, la fille dont vous parlez, elle est dans un système éducatif où il n'y a pas un espace pour venir poser les problèmes. Or, il faut créer l'espace, il faut créer le cadre pour que les enfants qui ont des difficultés particulières viennent exposer leurs problèmes et puis on prend ça en compte pour voir à qui on peut se référer pour les aider à résoudre le problème. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, elle n'a pas, elle risque les conséquences à son niveau. On l'a déjà dit, hein, il y a les conséquences spirituelles parce qu'elle a enfreint à une disposition spirituelle. Oui. Ça, il n'y a même pas de débat. Ça, c'est Dieu seul qui peut gérer. Nous, on peut prier pour elle après tout. Et ça s'arrête là. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est de la même manière qu'on a eu plusieurs fois ce débat-là. Ne dites pas que c'est le parent qui l'a poussé, c'est le parent qui l'a poussé. Vous voyez? La dernière fois, quand on a posé le problème ici, qu'il y a un parent qui a vu son enfant en train de fumer, il a poursuivi l'enfant, le taxi a collé l'enfant. La bonne réponse, c'était quoi? C'était que ni le parent, ni l'enfant n'est... Voilà. Ça veut dire que le parent lui-même n'a pas eu d'opportunité de renforcement de capacité pour comprendre comment il doit agir face à tel cas de figure d'acte posé par son enfant, etc., etc. Et donc, on ne peut pas tout de suite accuser le parent. C'est vrai, apparemment, on va dire oui, c'est parce que le parent l'a poussé. S'il est un parent averti ou bien un parent démocratique, il ne va jamais poser cet acte. C'est parce qu'il est un parent dictateur, il n'a pas compris que la dictature ne marche plus aujourd'hui. Il est un parent démissionnaire, il n'a pas compris que, voilà, et il lui faut renforcer. Ces gens de parents, c'est des parents qui ont des capacités déficitaires. Ils connaissent quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème de leurs enfants. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut que les parents aujourd'hui comprennent qu'il faut suivre ces genres d'émissions, quel que soit, disons, le type d'émission où on fait venir des spécialistes pour les alerter, les informer qu'il y a des possibilités. On peut leur donner des contacts. Il faut qu'ils suivent. Voilà. C'est cela. Parce que les médias, c'est quoi? Les médias donnent quoi? Les médias donnent ce qu'on appelle les informations transformatrices. Oui, ça donne des informations transformatrices. Transformatrices dans le sens où on te dit ce qu'il y a à faire pour bien faire et mieux faire. C'est pour ça qu'on demande aux gens de suivre les émissions. Est-ce que c'est à la radio? Est-ce que c'est à la télé? Il faut suivre. Et maintenant, si vous avez la possibilité de voir les contacts, et puis on vous donne les contacts des gens, et après, en inbox, vous rentrez en relation avec eux pour vous aider à mieux faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire, quoi. Il faut dire que je suis un peu resté dans le scénario. Nous avons eu des approches de solutions. Ce que je voudrais poser comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des astuces pour que, pendant que le parent vient d'être giflé, parce que je connais des parents où l'enfant n'aura pas la chance d'être en bonne santé, pour que, en tout temps, on appelle la famille et tout, parce que les représailles, attention. Maintenant, pour les parents qui nous suivent, est-ce qu'il n'y a pas d'astuce? Une astuce où, dès qu'on voit que l'enfant est en train de s'insurger, jusqu'à aller porter main,
Comme si, psychologiquement, qu'on puisse se contenir, je ne sais pas. En réalité, si le parent sait bien observer son enfant, il doit savoir qu'un jour, cela peut arriver. Il va voir ça venir. Oui, il va voir ça venir. Oui, je vous dis la vérité. Il va voir ça venir. Il va voir ça venir. Et donc, il doit faire quoi? Il doit agir par anticipation. Ah, voilà. Oui. Mais c'est ça. Quand tu le vois venir. Agir par anticipation, c'est d'être à l'écoute, c'est de savoir comment ça fonctionne aussi ailleurs. Voilà. Et de savoir quel genre d'actes généralement les jeunes posent. Les jeunes démoralisés, les oisifs là. Voilà. Ceux qui ont posé ces actes-là, c'est eux ça. Oui, les oisifs, les démoralisés, c'est eux qui peuvent poser ce genre d'actes. Parce qu'un jeune averti ne peut jamais. Mais l'enfant de madame qui est formatrice des parents, qui est coach, etc., vous pensez que son enfant peut poser cet acte-là? Ça ne peut jamais arriver. C'est possible. Elle a pris le temps de détruire les germes de la violence et autres dans la violence. Non, la violence. Là. Opération destruction de violence. Non, la violence. Mais c'est ça. Elle a pris le temps, elle connaît comment on détruit très tôt les germes parce qu'on est avec des réflexes négatifs, etc. Mais on est comme des animaux et il faut une certaine éducation pour détruire tout ce qui peut empêcher ou bien pousser plutôt l'enfant à poser un acte antisocial. Un acte dont les conséquences sont inimaginables à court, à moyen ou à long terme sur l'enfant. C'est cela. Maintenant, une petite précision. Au cas où le parent a, à son tour, frappé l'enfant, est-ce que dans les mesures que vous avez proposées tout de suite pour résoudre le problème, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Il a tort de faire ça. Souvent, Okay. Ouais, maintenant, est-ce que ça agit sur les mesures à adopter pour justement régler le problème? D'abord, le cas que tu donnes là, un cas comme ça s'est posé il y a 10 ans, où un proviseur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans une classe de première, il a giflé un élève. L'élève lui a répliqué immédiatement. Vous voyez ce que ça fait? La violence appelle. La violence. Oh. Non, mais franchement, non, prenez. La violence appelle la violence. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Les deux sont, dans ce cas, les deux sont fautifs. Oui. Les deux ont tort. Mais si on doit mettre le tort dans la balance, le tort de l'enfant est plus lourd que du parent. Parce que la loi est claire. La loi divine d'abord est claire, et puis et les autres principes de vie sont clairs. Vous ne devez pas. Donc, il faut les connaître. Comment le schéma, c'est quoi? C'est de connaître d'abord, d'utiliser la connaissance pour résoudre les problèmes et pour les anticiper. Si tu connais le mécanisme, le schéma, c'est ce schéma qu'il faut utiliser. C'est ce schéma qu'il faut utiliser. C'est cela. Alors, c'est vraiment compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est complexe. C'est très complexe. Oui, c'est complexe. Oui. Oui. Mais si tu comprends en tant que parent que tu dois saisir les opportunités d'apprentissage, que ce soit en ligne, comme ce que vous êtes en train de faire, que ce soit en présentiel, dans les rencontres d'échange entre parents, parce qu'il y a l'éducation par les pairs aussi, vous voyez, à l'école et autres, si vous comprenez que ce n'est pas ces créneaux que vous pouvez renforcer vos capacités et comprendre comment les choses fonctionnent. Et s'inspirer aussi des exemples d'expériences réussies, voilà, de certains parents qui peut-être sont passés par certains stades avant d'arriver au stade de parents expérimentés, de parents matures. C'est dans ces cadres-là que tu vas beaucoup apprendre des uns des autres. Mais si tu es dans ton coin, ce qu'il faut éviter, en tant que parent, il ne faut pas rester dans ton coin. Il faut toujours. Dès qu'à partir du moment où tu as des enfants, il faut comprendre que tu dois travailler, tu dois être dans un réseau de parents. Dans un réseau de parents et chercher aussi, si possible, des documents. À défaut des documents, il y a ces opportunités que les médias offrent aussi de faire appel à ceux qui ont fait font de la recherche-action dans le domaine pour délivrer des informations dont vous avez besoin pour mettre en application. Vous voyez, quand on prenait par exemple la question de non-violence,
quand moi je commence la formation aux adultes sur les méthodes d'éducation non violente, je fais ce qu'on appelle un test diagnostique. Ils peuvent être 50. Je dis, bon, OK, qui sont ceux-là qui ne croient pas à cette affaire-là? Et puis, sur les 50, 49 vont dire qu'ils ne croient pas. Il n'y a qu'un seul qui croit. Même celui qui croit là, s'il est sceptique, il croit avec doute. Vous voyez? Je dis, OK, il n'y a pas de problème. On va vous donner des informations, donc des connaissances. On va faire des simulations. On va vous amener et on va projeter des supports. Ça peut être, quelquefois, souvent, c'est des supports vidéo, des séquences. Et vous-même, vous allez analyser, tirer les conclusions. Et maintenant, on vous propose les alternatives. Et à la fin, on fera l'évaluation pour voir est-ce que vous allez rester dans votre position de je ne crois pas ou je crois avec doute, ou bien vous allez changer de position. Je vous dis, à la fin de la formation, 100% croient que c'est possible d'éduquer sans aucune forme de violence. C'est vrai. Et puis, il est très important de rappeler aussi, que ce soit aux parents ou bien aux enfants, de ne pas avoir cette facilité d'utiliser la main, en fait. Voilà, oui, si le parent n'est pas formé, il n'est pas formé sur les méthodes d'éducation non violente. C'est pour ça qu'on parle justement de la formation. Oui, parce elle est importante. On a toujours connu cela. Oui. Et comme le disait Josué tout à l'heure, le principe de base, quand on prend nos sociétés, c'est que quelque chose comme ça, là, on appelle les oncles. Même en réunion, là, avant même qu'on ait... voilà, on te récupère, on te malaxe. Exactement. Et on te redresse. C'est ça. Et puis, ça tombe comme des couperets, Il n'y a personne qui va se dire oui, non, parce qu'à la base, ça ne se fait pas. Donc, le plus gros problème, c'est le fait, justement, comme le dit M. Marcel, qu'on n'ait pas assez de connaissances et qu'on doive se former. C'est la solution. Il faut se former. Quelqu'un qui est formé ne va pas créer des situations en l'enfant pour en arriver là. Même si des fois, on a des brebis galeuses. Malgré tout ce que tu auras beau faire, l'enfant est venu avec quelque chose. Je ne sais pas si c'est le démon là qui le possède ou pas. Mais à partir du moment où on comprend que même cette éducation-là, quelque part, je l'applique, mais ça ne va pas, ben, si je suis bien formée, je comprendrai que ça va au-delà de ce que je lui donne théoriquement ou bien de manière rhétorique. Je vais l'emmener vers les personnes qu'il faut pour comprendre que là, c'est un esprit. L'esprit ne comprend pas communication non violente, désolé, mais l'esprit comprend prière violente aussi. Donc, il faut vraiment qu'on ait la connaissance. Tant qu'on n'a pas la connaissance, ce n'est pas possible. Et on a totalement, on s'est jeté, hein, comme toujours quand M. Marcel est là, c'est compliqué. Nous sommes violents dans nos questions parce qu'on veut tout tirer de vous. Et que quand tu dis, quand il faut, tu as bien fait de marteler qu'il faut avoir la connaissance, ça signifie concrètement quoi? Ça signifie que qu'il y a, peut-être, je ne sais pas si je devrais dire ici, il y a dans le monde entier 2 grandes catégories de chercheurs. Il n'y a pas 3. 2. La première catégorie, c'est les chercheurs en sciences et technologies qui découvrent tout ce que nos yeux voient et nous utilisons l'argent pour acheter. Tout ce qui est palpable, touchable, comme nos habits, nos portables, tout ça. Première catégorie. La deuxième catégorie, c'est celle qui a mis au laboratoire tout ce qui est lié aux problèmes éducatifs. C'est les chercheurs en éducation, les chercheurs en sciences sociales pour trouver des solutions. Et les solutions existent bel et bien. Et donc, c'est ces solutions qui sont ce que tu appelles comme connaissance. Okay. Bon, si toi, tu es parent et puis tu es prêt à aller acheter portable parce que tu veux communiquer, c'est les résultats en sciences de l'éducation qui vont montrer à toi, parent qui as acheté le portable, l'exploitation pédagogique et éducative du portable. Vous voyez comment ils se complètent dans le travail? Exactement. Maintenant, tu es allé acheter le portable, tu n'es pas allé apprendre la gestion, exploitation, l'utilisation éducative et pédagogique du portable. Tu vas en faire une arme contre toi et contre l'enfant. Au lieu d'en faire une exploitation qui va être au profit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, connaissance dont tu parles là, il faut la chercher beaucoup plus au niveau de la seconde catégorie de chercheurs, les chercheurs en sciences d'éducation et en sciences sociales. C'est eux qui ont découvert les méthodes d'éducation non violente.
Merci, merci. Oui. Applaudissez-nous. Vous savez, nous, on est allés à la recherche et on a les connaissances. Voilà. C'est nous qui avons les connaissances. Je tiens à préciser que je suis l'assistante de M. Marcel. Moi, votre assistante. En fait, c'est une chaîne. Oui. Alors, M. Marcel, on a besoin de connaissances aussi quand vous avez parfois des gens qui ne connaissent pas vraiment leur genre. C'est important. Comment doit-on gérer ça? Est-ce que c'est une communication violente ou non violente? Tu es un homme là. Tu es un homme là. Hein? Oh, Elie. Voilà. Bien. Alors, nous en revenons à notre sujet du jour. C'est vrai qu'on a pris vraiment tout sur le temps pour parler de... Mais on reviendra toujours dessus parce que c'est important. Cette histoire mal gérée va faire un enfant frustré, peut-être sous le coup d'une malédiction qui va répliquer plusieurs autres choses. Et ce n'est pas du tout bien. On parle aussi justement de ceux-là qui peut-être ont compris et se comportent bien, mais sont peut-être apeurés ou stressés parce que voilà, la période des examens est arrivée. Comment se préparer de manière pas quantitative mais qualitative? On va en parler avec vous. Peut-être qu'on va commencer, ensuite on va l'échelonner sur les prochains jours. Déjà, M. Marcel, un examen, qu'est-ce que c'est? Un examen, c'est, disons, un test qu'on fait faire à quelqu'un qui est rentré dans le processus enseignement-apprentissage pour le sanctionner. Mais comprenez très bien le sens du mot sanctionner. Il y a la sanction positive et la sanction négative. Quand on te soumet donc à ce test, on veut voir est-ce que tu as le niveau qu'il faut de maîtrise des cours qu'on t'a donnés, tu as le niveau pour suivre l'année suivante des cours dont le dosage est supportable pour toi. Ça, c'est là, oui. Parce que quand tu passes à une classe supérieure, on dose. C'est les mêmes matières, mathématiques, calcul et autres. On dose, on ajoute d'autres choses. Vous voyez, ça devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que tu montes en niveau. Et donc, quand on te soumet à ce test-là, on te sanctionne. Sanctionner, ça veut dire on te promeut. Si c'est bon, on vous dit, OK, toi, tu peux passer en classe supérieure. C'est une sanction positive. Maintenant, si on regarde que ton quotient intellectuel par rapport à tout ce qu'on t'a enseigné durant toute l'année, vraiment, tu ne peux pas tenir l'année prochaine, la sanction sera négative, ça veut dire que tu dois reprendre. Donc, un examen à journée. Un examen, c'est un peu ça. Comme ça, il faut comprendre. J'ai presque envie de demander qui ont déjà été ajournés. Quoi? Vous n'avez jamais été ajourné? Moi j'ai été ajourné en troisième. Vous avez été ajourné en troisième. Et c'est là-bas seul que j'ai échoué. Moi en première. Ah, voilà. Moi jamais, mais j'aurais voulu bien. Il a dit quoi, jamais? Le parrain. C'est vous le parrain des ajournés du Togo. Le parrain. Ça m'est arrivé. C'est vrai que voilà. Mais c'est le passé. Jésus a lavé tout ça. Alors, justement. Tu es né de nouveau. Il est né de nouveau. Né de nouveau. Il est né de nouveau. Quelle est la préparation matérielle qu'on doit avoir concernant... Oui, la préparation matérielle rentre dans le volet de la préparation qualitative d'un examen. Okay. Parce que quand on parle de préparation qualitative, il y a la préparation matérielle, la préparation psychologique, la préparation intellectuelle et la préparation sanitaire. Oui. On reprend. On a... préparation matérielle. Matérielle. Psychologique. Intellectuelle. Sanitaire. Et sanitaire. 4 niveaux. Bon, commençons par la sanitaire alors. Sanitaire a un lien avec la préservation de ta santé pour ne pas tomber malade au cours de l'examen. Okay. Ça veut dire que tu dois te protéger contre les moustiques. Il ne faut pas que les moustiques te touchent. Oui. Non, c'est ça.
tu ne dois pas manger ce qui est indigeste pour ta santé. Merci. Oui. Tu n'as pas l'habitude de manger comme avec IBC. Et au cours de l'examen, ou la période de l'examen, tu te permets de dire, bon, je vais goûter à savoir. Non, ne change pas tes habitudes alimentaires pendant cette période parce que tu vas tomber malade et finalement, tu ne peux pas continuer les épreuves. Ah, non, c'est pas ce que tu as trouvé dans le sens décrit qu'il faut manger. Tu prends tes dispositions en collab. C'est là où les parents ont un grand rôle à jouer. Effectivement, Madame Aïcha, c'est le dossier que je prépare pour certaines émissions. Parce que par rapport aux examens, côté bien-être, c'est le côté sanitaire que je suis en train de préparer. Parce qu'il faut voir il faut prévenir les maladies. Il faut voir, c'est à ces moments même qu'il faut préparer certaines petites vitamines à l'enfant qui va à un examen. Exactement. Oui, ce sont des dossiers que je suis en train de préparer. Et le côté sanitaire aussi, est-ce que l'enfant a une maladie récurrente? C'est là où vous prenez les dispositions avec son médecin pour prendre toutes les dispositions. Pour que pendant qu'il est en train de subir les épreuves, que cette maladie ne re-subit pas. Oui. Donc, c'est l'alimentation et tout ce qui est lié à des maladies récurrentes dont l'enfant souffre souvent. Eh ben, dis donc. C'est pourquoi un enfant, impérativement, le parent doit comprendre qu'un enfant doit avoir son carnet de santé. Ah oui. Vous avez un carnet de santé? Donc, sanitairement parlant, oui, c'est ça. Deux volets. Ça, il doit veiller sur sa nutrition. Hein. Oui, oui. Okay, mais ce n'est pas l'enfant qui doit veiller, hein. C'est le parent. Non, mais je ne vais pas être avec lui là où il y a le sang. Non. Madame, vous devrez participer. Vous devez. Je dois aller dans le sang. Non. Je ne peux pas pour venir lui donner un récré. Non, pas forcément. Pas guetter. Quand on sent on doit donc, sanitaire, c'est ça. D'accord. Alors, donc, venons maintenant à un volet pour que moi, je trouve, oui. Et tu veux matériel? Oui, matériel. La pression matérielle, vous savez que quand on va à un examen, tu n'as pas le droit, compte tenu de la police des examens. La police des examens, c'est un document dans lequel on demande, on autorise les enfants à utiliser ceci ou cela, ou à ne pas. À poser tel acte ou à ne pas poser tel acte, n'est-ce pas? Donc, dans la salle d'examen, vous n'avez pas le droit de prêter, par exemple, les règles, les outils de travail. Là. Oui. Voilà. Donc, la préparation matérielle veut que tu aies ton trousseau dans lequel tu as tout ce dont tu as besoin. Oui. Et en plus de ta carte d'accès à l'examen, tout cela soit trouvé dans ton trousseau. C'est ça, la préparation matérielle. Le raglan, l'examen se déroule souvent en période d'examen. Mais dis donc, raglan, parapluie. L'examen se déroule en période d'examen et vous devez prendre vos dispositions pour que l'enfant ne soit pas mouillé. Et donc, ça rentre dans la préparation matérielle, donc dans le trousseau de l'examen. Et ça, c'est le parent qui doit travailler en collaboration avec l'enfant pour apprêter tout ce matériel dont l'enfant a besoin pour être à l'abri de toutes les surprises des intempéries. Je voulais dire que ces temps-ci, raglan n'est pas si cher. Oui, donc, effectivement, raglan, parapluie. Oui, parce que quand la pluie va commencer, ça devient cher et puis ce sont des choses qui échappent. Ça fait vraiment mal d'aller en salle d'examen en étant vraiment mouillé et tout, franchement. C'est vrai que... Il pleut toujours. Oui, il pleut toujours. La préparation matérielle, il y a aussi le moyen de déplacement dont l'enfant a besoin pour aller dans son décret. Dans la liste. Si vous avez une voiture, vous devez vous organiser à amener vous-même l'enfant là-bas. Si c'est un Z-man, il faut que ce soit un Z-man de confiance qui sait rouler avec prudence pour amener l'enfant là. N'est-ce pas? Voilà. Et aller-retour. Aller-retour. Et là, vous avez l'assurance. Bien sûr. Moi, j'ai vécu. La période des examens est une période spéciale. Le vélo. La période des examens est une période spéciale. Il faut éviter tout risque. Non, mais il y a aussi, ça dépend des moyens aussi. Oui, ça dépend des moyens. C'est pour ça qu'on s'apprête. C'est pour ça que vous vous préparez à avoir ces moyens. Ce n'est pas la veille de l'examen que tu vas aller chercher ces moyens. Et le vélo? Si le vélo peut permettre
à l'enfant. Non, en période d'examen, même si l'enfant a le vélo, faites en sorte qu'il ne prenne même pas lui-même le moyen qu'il utilisait d'habitude. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai plutôt... Bon, ok. D'accord. Et tu as laissé l'enfant prendre le vélo, n'est-ce pas? Oui. Bon, ce jour-là, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Tu vas comment? Te fier quoi? Bon. Et lui dit oh alors. Avant que le sang ne te protège, toi-même, tu es le garant de ta propre protection d'abord. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ben, c'est ça. Non, en fait, je voulais appuyer par rapport aux dispositions. J'ai vécu une situation, quand je passais le probatoire, je crois que c'est le deuxième jour d'examen, il avait beaucoup plu. Donc, le jour-là, j'étais sorti, j'ai cherché Zémillan. Ouais. J'habitais au niveau de... J'habitais Touring-Badago. Ouais. Le centre d'écrit, c'était le lycée de Tourcoing. J'ai cherché Zémillan. Durant tout le trajet, je n'ai pas trouvé. Donc, je suis arrivé en retard le jour-là. Et je marchais dans la pluie et tout, en fait. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas de préparation. Donc, c'est pour appuyer, en fait. Vous savez que c'est parce que vous... il fallait négocier. Les parents, logiquement, les parents devaient te négocier un Z même depuis. On lui dit que durant les 3 jours, vous entendez sur ce que vous devez lui payer. Et c'est lui qui vient même à la maison vous chercher. Non, mais dans tout ça, il a réussi, hein. Non, c'est très... Non. Oui, non, il a réussi. D'emblée. Il a eu la chance que malgré son retard, on a compris que bon, il était mouillé. Oui. Donc, on l'a autorisé. Je Sinon, vous assure en temps que vous normal, auriez dans soutenu ce le pays, Barça, vous n'auriez un pas retard eu d'une minute, tu es en retard. Hein. Voilà, on te permet pas d'accéder à la salle. Alors, donc maintenant, la préparation psychologique. La préparation psychologique, c'est tout ce qui est lié à ce que tu avais dit entre-temps, la peur de l'examen. Et les informations toxiques que les gens envoient aux candidats. La peur de l'examen, c'est de dire, ah... Vous avez vu là, c'est préparation psychologique. Le parrain. Le parrain. Voilà, donc je dirais que la préparation psychologique, c'est comment lutter contre la peur de l'examen. La peur de l'examen, c'est de dire simplement aux enfants que l'examen n'est rien d'autre que les évaluations qu'on vous fait souvent. Ce n'est pas pour rien qu'on fait composition, devoir, composition blanc, examen blanc. C'est pour les préparer, pour les conditionner, pour qu'ils sachent ce qui doit arriver normalement à l'examen. Voilà. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Maintenant, une autre façon de rassurer les enfants pour qu'ils n'aient pas peur, c'est de leur dire que les questions qu'on vous pose souvent aux compositions, c'est presque les mêmes choses aussi qui vont revenir. C'est les mêmes questions, formulées autrement peut-être. Voilà. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. La manière dont vous vous concentrez pour rédiger lors des compositions des devoirs, c'est la même chose. Émilie, j'ai à dire. Avis au surveillant. Quand les élèves sont en classe d'examen, et puis tu passes, tu fais comme ça. Ça là, non. Arrêtez. Ça là, non. Arrêtez. Tes regards, je sais quoi, sur le surveillant, tu vois qu'il a fait comme ça. Le surveillant voit ta copie, il fait ça. Il revient, il fait alors que toi, tu es sûr que c'est ça que tu as écrit. C'est là que tu demandes intercalaire. Alors que tu avais fini. Non, mais moi, je prends la même chose, mais d'un autre côté aussi. Hein, parce que moi, je connais une petite qui passait le BEPC et bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la matière dans laquelle elle composait, mais on ne leur avait pas bien expliqué certains mots. D'où le principe, qu'on le dit souvent, de faire lire nos jeunes. Parce que le mot a été dit, non, elle n'a pas compris. Et elle allait d'un autre côté. Et le surveillant, justement, quand il est passé, il a fait Il est retourné, il est passé encore, il a fait Et puis à un moment donné, elle s'est assise, elle a réfléchi et elle a pris l'autre sens et c'est ce qu'il fallait faire. Et tenez-vous bien, elle était dans une autre école. Pour le BEPC. Quand elle a eu le BEPC, elle est allée dans une autre école, elle a retrouvé le surveillant de cette classe-là. Et
eux tous, ils avaient échoué la matière, elle était la seule à l'avoir réussi. Donc, si vous voulez continuer, pas faire. Non, il y en a. Ça peut dire que. Il y en a qui le font parce que ils compatissent. Chaque médaille a son revers. Voilà. Ah, il y a le revers négatif dont on a parlé. Oui, oui. Et c'est la face positive. Exactement. Que vous êtes en train de nous dire là. Donc, du coup, là, on a parlé du parent qui doit faire déplacer l'enfant, lui faire à manger. Psychologiquement, qu'est-ce que le parent doit... Oui, monsieur Josué. J'ai une question, justement. Nous parlons de préparation et tout. Bon, bref, à la limite, on est en train de choisir l'enfant pour qu'il puisse aller bien composer. Je ne refuse pas. Maintenant, supposons que l'enfant revient et qu'il échoue. Quel est le comportement? On n'est pas encore arrivé là-bas. La préparation psychologique, c'est la motivation par le parent de l'enfant que, tel qu'au cours de l'année, il a excellé pour être parmi les meilleurs. Ça, il n'a qu'à maintenir le cap comme ça pour pouvoir réussir. Voilà. Monsieur Marcel, des fois, il y a des gens, c'est ça aussi l'affaire d'examen. Tu es premier du début jusqu'à la fin, tu vas à l'examen, tu échoues. Ah, oui. Ça fait mal. Ouais. Exorcisme. Ça arrive. Est-ce que c'est spirituel? Non. Je ne sais pas si... C'est la mauvaise correction? Non. Il y a les réalités cachées de l'examen que nous, on ne peut pas expliquer ici. Voilà. Ah, okay. Oui, il y a des réalités cachées de l'examen qu'on ne peut pas expliquer. Au moins une réalité. Au moins une toute petite réalité. Une réalité, une erreur dans les calculs. Une erreur. Oui, dans les calculs. Après avoir corrigé. Ah, ok. Il y a une erreur dans les calculs de tes notes. Oui. Exactement. C'est pour ça que, en fait, je n'avais pas voulu évoquer la préparation spirituelle. Sinon, ça fait partie de la préparation spirituelle. Parce que tu vas à un combat, tu vas. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Monsieur Marcel, attaquez. Allez-y, monsieur Marcel, je vous en prie. Oui, la préparation spirituelle, elle est importante parce que, vous voyez, quand vous voulez arracher un trophée, ça ne se donne pas cadeau. Il y a des esprits qui vont t'empêcher. Et donc, il faut vraiment que tu te mettes à genoux et tu implores véritablement la grâce de Dieu, la poutre. Cette préparation t'a manqué. En toute chose, il faut la préparation spirituelle. En toute chose, surtout quand tu vas pour arracher une réussite, un succès, un trophée. Alors, la préparation intellectuelle, matérielle, tout ça ne suffit pas. Il faut impérativement intégrer la préparation spirituelle. Elle aussi, elle est quelque chose de très important. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la motivation, c'est de rassurer aussi l'enfant que, eh bien, comme il a bien appris, il était presque parmi les meilleurs, en principe, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, ça le rassure. Parce que c'est le manque de confiance en soi, le manque d'assurance en soi, qui fait aussi que l'enfant va à l'examen avec une certaine hantise, alors qu'il n'en est rien en réalité. Voilà. Et de le rassurer par rapport à toutes les rumeurs qui tournent autour des examens, que oui, on donne tout de tas de copies à corriger, les professeurs, ils biffent là-dedans. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Les choses se passent dans l'ordre, dans la bienséance, sous la haute surveillance des inspecteurs et autres. Alors, souvent, il y a des rumeurs qui circulent. Avant les examens, on dit que cette année-là, ça va être terrible. Hein. Ou on dit que pour le BEPC sera corsé, pour le probatoire ralenti. Enfin, on dit plein de choses. On dit que cette année-là... Ils n'en savent rien. Ils ont inventé. Ah bon? J'ai une question. Ça, c'est des rumeurs. De toute façon, dis-toi que même si ça n'arrive pas, même si c'est ça, tu es parmi les meilleurs et parmi ceux qui vont réussir. Oui, c'est ça. C'est ça que tu dois mettre dans ton mental. Ne te mets pas dans ton mental que
si on regarde certains, tu feras partie de ceux-là. Non. Tu vas avec un mental de gagnant. Oui, il faut aller au combat avec un mental de gagnant, de vainqueur. Et c'est ça que le parent doit mettre dans la tête de l'enfant. Oui, c'est ça. Et ça, ce n'est pas un hasard. Et lui dit que sa réussite n'est pas une réussite hasardeuse. C'est une réussite construite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la construction de la réussite et la construction aussi de l'échec. Donc, il faut lui dire que même si tu échoues, ce n'est pas grave. Non. Il faut même pas. Rentre à la maison. Non. La condition de l'échec, c'est que la personne n'a pas pris les dispositions depuis la rentrée. Okay. Depuis la rentrée, il n'a pas appris. Et puis, il comptait peut-être sur la tricherie. Il comptait sur certains surveillants, etc. Ça, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que, pourquoi on a dit préparation qualitative? Il y a la mauvaise préparation aussi. Oui. La mauvaise préparation, du point de vue intellectuel, je n'ai pas pris les dispositions. Intellectuel, on en vient rapidement. C'est comment on apprend et comment on répond aux questions. Et ça, c'est les enseignants qui l'ont déjà dit aux élèves. Monsieur Pose, il n'est pas encore fini avec l'autre d'abord psychologique. Parce qu'il y a des enfants, on n'est pas né inintelligent, d'accord? Mais ce sont les manières, chacun a sa manière d'apprendre. Et des fois, quand on vous donne des cours à l'école, peut-être la façon dont le professeur donne le cours, ce n'est pas la manière dont tu peux l'assimiler. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont faire des révisions par après. Oui, chacun a sa manière de pouvoir assimiler les cours. Maintenant, la question que j'aimerais poser, parce que dans votre développement, vous avez dit que les enfants qui travaillent bien. Maintenant, il y a de ces enfants-là qui font des efforts. D'accord? Et les efforts ne sont pas vraiment engageants. Oui, c'est ça. Mais les parents eux-mêmes, déjà, ont délaissé ces enfants-là en cours de l'année. Comment est-ce que ces enfants-là peuvent se mettre à fond, en fait, au cours des examens? Parce que là, ils sont déjà en révision. Et quand tu vois, en fait, un parent qui dit à son enfant, déjà, le parent déstabilise. Le nombre de fois que j'ai dit ça concernant M. Ataï. Maintenant, il y a déjà cet effet-là sur l'enfant, même si l'enfant veut plus faire. Comment est-ce que le parent, premièrement, doit faire? Et comment est-ce que l'enfant qui veut plus faire, veut ne pas répéter cette classe-là, peut faire pour aller à l'examen? Alors, M. Massé, si vous permettez, parce que voilà, Sandy aussi va rajouter en même temps. Je vais rajouter peut-être pour la prochaine fois, monsieur va intervenir là-dessus. Je voulais parler de ces enfants qui apprennent à la dernière minute, mais réussissent ou ne réussissent pas. Il faut que ça soit un sujet à débattre pour les prochaines fois, Madame Aïcha, puisque... Alors, parce que là, oui, il y a différentes formes d'intelligence aussi. Donc, ce que Madame Sandra a dit est fort avéré. On en parlera. Le GOAT, c'est parce que vous avez plusieurs fois échoué qu'après vous n'apprenez plus parce que vous avez Odutouna loin. Donc, pour vous, ce n'est pas la même chose. On revient à la question posée par notre cher Miss Light, M. Marcel. Oui, donc ce que tu voulais savoir, c'était quoi? Alors, comment est-ce que le parent... Voilà. Okay. Non, le parent, déjà, il a déstabilisé l'enfant. Ce n'est pas à la veille de l'examen que tu vas tenir un discours galvanisateur et ça va changer quelque chose dans la vie de l'enfant. Non. Tu ne l'as pas encouragé, tu ne l'as pas motivé, tu n'étais pas à ses côtés, tu n'as pas cru en sa capacité à réussir et autres. Et bon, ce n'est pas à la veille de l'examen que tu vas prendre conscience pour dire, bon, il faut bien travailler et quelque chose comme ça. Ce que l'enfant peut faire, c'est ça, il ne peut pas dépasser ses possibilités, puisqu'il n'a plus suffisamment de temps pour le renforcer dans les matières. Il n'y a plus suffisamment de temps. Voilà. La période pré-examen, c'est la période de révision. Réviser, c'est de regarder ce que tu avais déjà acquis. C'est ça, réviser. Ce n'est pas maintenant que tu vas l'apprendre. Aussi gommé. Oui, c'est de revisiter ce que tu avais déjà appris. C'est ça qu'on appelle révision. Oui, petite précision. Ça veut dire que dans ce cas, la préparation doit se faire dans quel état d'esprit? L'état d'esprit, c'est, bon, tu vois ce que tu fais, gare à toi, ou bien on le fait dans le sens de on prend nos responsabilités, quoi. Non. Parce qu'il y a de ces parents, ils écoutent, ils vont sûrement faire ce qu'on a dit là, mais ils le font en disant gare à toi, quoi. Ou bien ils le font dans l'état d'esprit. Non, mais c'est normal. Non, si tu menaces déjà l'enfant psychologiquement, tu ne l'as pas mis dans les conditions pour qu'il puisse... Non, il ne faut pas menacer. Il faut le faire dans le sens de la responsabilité. Il faut éviter systématiquement ça. Madame dit qu'on doit menacer.
une menace voilée. Hein. Oui, c'est-à-dire que, écoute, je te promets de t'envoyer à Cambodge si tu réussis. Mais si tu ne réussis pas, plus de Cambodge. Ce n'est pas la veille de l'examen qu'il faut faire cette promesse à l'enfant. Ah. Il faut le faire plus tôt. Et voilà. Et tu prépares l'accomplissement de la promesse quand l'enfant aura réussi. Et ça fait que chaque jour, il aura, disons, une certaine motivation pour se dire, ce cadeau-là, cette promesse-là, il me la faut. Comme il me la faut, voilà, on a 6 ans, alors. Tu vas bosser nuit et jour dans la méthode. Voilà, tu vas éviter de prendre, disons, les cocaïnes et autres. Voilà, c'est ça. Tu vas éviter de t'intoxiquer par des stupéfiants, pensant que c'est des stupéfiants qui vont te permettre d'apprendre. Non, tu es en train de fatiguer ton cerveau. Et il ne va pas te rendre. Quand tu prends les stupéfiants, le cerveau ne va pas te rendre ce que tu as permis d'acquérir. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas à la veille de l'examen. Si c'est à la veille de l'examen, quel que soit le discours qui va tenir là, ça ne marchera pas. Alors, Rona, bonjour mes chers de Nectar. Merci beaucoup pour vos sujets pertinents, très instructifs pour l'éducation des enfants. L'école dont vous parlez à l'Université de Lomé, c'est l'école de la science de l'éducation et de la psychologie. Ce que vous développez... Ça, c'est à l'université. Oui. Mais à côté, là, il y a une école de... Vas-y. Alors, ce que vous développez est très important, mais le problème est que beaucoup de parents ignorent leurs responsabilités vis de leurs enfants. Beaucoup sont illettrés. Donc, il faut la sensibilisation, surtout dans les milieux ruraux. Monsieur Yavedo Détoyon Joseph depuis le Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est sur ce message-là, merci, qu'on va terminer. C'est allé très, très, très vite. Comme les parents ignorent, c'est là où la communication s'impose. Ceux qui ont produit des documents qui sont psychologues là, quel est leur plan d'action communicationnelle pour approcher les médias, pour venir et libérer les informations dont les gens ont besoin? Ce n'est pas seulement pour les étudiants qui le font, non? Numéro de téléphone, monsieur Marcel? 90 01 64 90. 90 01 64 90. 90. De manière non violente, je vous en prie. On va poursuivre sur le sujet, c'est très important. Merci à toute notre équipe, on vous aime, on vous embrasse. Restez sur la chaîne Mère, bye bye et à demain.